Le livre sur les quais et la Bibliothèque sonore romande vous proposent La puissance de la vie envers et contre tout, avec Violaine Béraud, François Pilet et Mathias Malzieu, animé par Jacques Pauget et enregistré le samedi 6 septembre 2025 au Grenier Bernois. Bonjour mesdames et messieurs, on commence un tout petit peu plus tôt que l'heure, encore 2 minutes, mais comme j'ai préparé une présentation un peu longue de nos auteurs, je commence avant. Violaine Béraud est un phénomène. Ingénieure en informatique, elle était spécialiste de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas courant pour quelqu'un qui a aussi fait des études de philosophie. En parallèle de son métier, elle publie ses 3 premiers romans et un polar de la série du Poulpe. Je ne résiste pas au plaisir de vous donner son titre, « Notre Père qui êtes aux dieux ». Puis elle quitte l'ordinateur et la ville pour vivre dans sa montagne natale dans les Pyrénées en élevant des chèvres. Là, une vie pleine de sens, mais plus de romans. En gros, de 2000 à 2013, c'est juste. Elle traite sa chèvre et vit en paix. Et de nouveau, des romans lorsque la maladie de Lyme la contraint à quitter ses chèvres pour une vie physiquement moins pénible, mais pas plus confortable, dans une petite maison dans la forêt. Vous la reconnaîtrez, je pense, la maison dans son dernier livre, celui qui nous vaut le plaisir de l'accueillir à Morges, du côté des vivants. Dans cette maison et dans le confort de quelques résidences d'écrivains, elle a écrit des poèmes, Nuit de noces, elle a écrit sur l'ours et sur les métiers de bergère et d'éleveuse, Pastorale, et une série de romans, pas moins que lui, sur l'attente de 20 ans de Pénélope avant le retour d'Ulysse. Nue sous la lune, c'est l'emprise amoureuse. Tomber des nues, le déni de grossesse. Comme des bêtes, la possibilité d'une autre vie, loin des dérives hygiénistes et sécuritaires de notre société, un choix qui coûte cher. C'est plus beau là-bas, une dystopie philosophique. Alors je vous présente ces thèmes comme si elle concevait des romans à thèse. C'est absolument pas le cas. Et je lui demanderai d'ailleurs comment elle réalise cette quadrature du cercle. Paru cette année, Du côté des vivants se passe à l'hôpital et la met en résonance avec François Pilet et Mathias Malzieu. Ce dernier, Mathias Malzieu, est aussi un phénomène. Vous l'avez connu d'abord comme chanteur et compositeur de son groupe Dionysos, du rock français au texte surréaliste, une manière particulière d'occuper la scène. Mathias Malzieu et ses amis sont fans de Tim Burton et n'ont pas froid aux yeux. Mais la musique n'est qu'une des cordes de son arc. Il écrit d'abord des nouvelles avec Fantôme, ensuite un roman pour sa sœur après la mort de leur mère, Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Il commence à accompagner chacun de ses livres d'un album de Dionysos. Pour La mécanique du cœur, un grand succès, ça ne suffit pas. Il collabore avec Luc Besson pour transposer son roman en film d'animation. Je ne vous raconte pas tout, il collabore avec plein de gens avant de publier Métamorphose au bord du ciel. On est en 2012. L'année suivante, il publie Le plus petit baiser jamais recensé et Sa vie bascule, une maladie de la moelle, la greffe, isolation totale à l'hôpital. Et ça donne un roman, Journal d'un vampire en pyjama. Encore des romans, de la musique, Une sirène à Paris, roman CD, film. En 2020, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, roman écrit et illustré avec et pour sa compagne, la plasticienne Daria Nelson. Allez sur Google, tapez La symphonie du temps qui passe, leur duo dingue vous en mettra plein les mirettes et les oreilles. Nelson et Malzieu, Daria et Mathias font l'objet d'une chronique écrite par leurs 2 chats, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. C'est cette prose féline qui nous vaut sa présence aujourd'hui. Je pense qu'avec leur vécu médical, les chats de Mathias Malzieu auront des choses à dire au docteur François Pilet. Il n'est pas romancier, mais auteur d'un essai, Des regards et des mots, M-A-U-X. Parmi les sous-titres possibles, son éditeur aurait pu choisir Pour une médecine de la relation, ou bien En attendant que votre médecin soit un robot, ou bien Médecin, mode d'emploi à l'usage des patients, ou bien Patient, mode d'emploi à l'usage des médecins. Bref, vous voyez de quoi il retourne. En puisant dans l'intimité de ses consultations, François Pilet plaide pour une médecine humaniste et montre à quel point elle est efficace et bienfaisante pour l'âme comme pour le corps. Ces textes sont vivants, drôles, poignants, émouvants et parfaitement limpides quant aux valeurs à défendre.
Ce Vaudois de souche montagnarde, son père était forgeron à Rossinière, a fait sa carrière de généraliste dans le canton du Valais, à Vouvry, où il a œuvré sans relâche pour créer la Maison de la Santé du Haut-Lac, un centre de soins pluridisciplinaires, ce qui montre combien François Pilet a le sens de la collaboration. Il a été chargé de cours à l'Université de Lausanne, formé des étudiants et des jeunes collègues dans son cabinet. Il a reçu plusieurs prix, mais il est modeste et n'aime pas trop qu'on le mette en avant. Je vais donc lui donner la parole en premier, avec une question. À l'ère de la haute technologie médicale, est-il encore possible, et d'ailleurs encore censé, de vouloir que la médecine soit tournée vers la personne souffrante et son histoire, plutôt que vers un organisme et des maladies? Docteur Pilet. Merci. C'est intimidant pour moi d'être entouré d'écrivains pareils, mais je vais faire ce que je peux. Alors, pour répondre à ta question, je pense que c'est sa seule chance à la médecine. Si la médecine quitte l'humain, je pense qu'elle va disparaître. Parce que finalement, les robots s'en chargeront. Donc, je pense que non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Et finalement, le cœur de notre métier, c'est l'attention à l'autre, en fait. Alors, c'est vrai que ça doit peut-être être d'autant plus rappelé à une époque où l'attention est plutôt attirée par les écrans. Mais ça va quand même mieux quand on regarde l'autre. D'où le titre du livre. Oui. C'est tout? C'est tout. Je peux en parler pendant des heures, mais je sais, c'est pour ça que j'attendais encore un petit peu plus. Non, c'est bon. On y viendra. Mathias Malzieu, les chats ont pris le pouvoir dans votre livre. Comment se fait-il? Parce qu'il est question de médecine, on va rester un peu là autour. Mais comment se fait-il que ce sont les chats qui ont pris le pouvoir? Tout simplement parce qu'ils nous ont fait du bien dans la vraie vie. Donc pour ensuite fabriquer un conte, il faut qu'il soit bien ancré dans le réel. Sinon, c'est juste une petite gourmandise et ça ne tient pas la longueur. L'histoire, c'est que ma femme a fait une fausse couche qui a failli lui coûter la vie à cause d'une maltraitance gynécologique. Elle a failli perdre la vie à 10 minutes près. Et la période qui a suivi, on a des chats, on a pris des chats. Et les chats nous ont fait beaucoup de bien. Alors, pas du tout dans cette analogie étrange de se dire c'est nos enfants, on n'est pas du tout là-dedans. Mais par contre, dans leur propre fréquence, ils nous ont fait du bien. Et j'ai passé 2 ans à ne pas écrire ce livre qui était douloureux, donc j'en ai écrit une version qui ne fonctionnait pas. Et j'ai eu des éditeurs suffisamment costauds au bon sens de la bienveillance pour me dire que c'était sans doute le bon sujet, mais pas le bon livre. Et c'est marrant parce que c'est il y a 3 ans à Morges, avec une discussion avec mes éditeurs, que je leur ai dit j'ai peut-être une idée pour trouver le décalage, pour amener de la légèreté dans la profondeur et éviter le pathos, justement. Ce serait de faire parler mes chats parce qu'ils me font tellement de bien en vrai que ça pourrait créer l'autodérision nécessaire, l'humour et la poésie peut-être. Et ils m'ont très encouragé il y a 3 ans à le faire et nous voilà 3 ans plus tard à défendre ce livre. Donc c'est un peu grâce à Morges. Exactement. Tout est grâce à Morges depuis le début de ma vie. Je crois que je suis né au fond du lac, d'ailleurs. J'étais un poisson à l'époque. Mais votre livre est extraordinairement profond, personnel. On sent la souffrance. J'ai eu l'impression d'une catharsis pour vous, pour l'écrivain, pour l'auteur, mais justement, à travers ces chats. Le dosage, très important, la posologie de l'imaginaire et de la souffrance. J'ai vraiment essayé d'être sur cette ligne de crête parce que justement, si on est dans le pathos, si c'est qu'exutoire, c'est une séance de psy. Je ne suis pas suffisamment narcissique pour publier ou pour vouloir faire publier des séances de psy. Ça me sert, mais ça doit être un terreau de recherche personnelle. Ensuite, il faut que ça devienne comestible, qu'on puisse se l'échanger, qu'on puisse se parler. Et je pense notamment que l'humour et la poésie est le pas de côté de la littérature qui fait qu'on n'est pas en train de répondre ni sur soi-même ni sur les autres. Est très important pour qu'on puisse en parler et que ça puisse être une vraie conversation. Et les chats, le fait de passer par le biais des chats a beaucoup aidé ça. Les croquettes. Et les croquettes, évidemment. Oui. Qu'évidemment, je goûte à chaque fois. Violaine, vous avez placé ce nouveau roman dans un hôpital. Comment est venue l'idée de parce que c'est un livre philosophique, il y a toute une philosophie de l'existence, du sens de la vie, de la relation.
comment est venue cette idée de faire ce sorte de huis clos à l'hôpital, enfin, presque clos? Oui, c'est pratiquement un huis clos. Tout se passe dans la même chambre. C'est pas du tout une décision au départ. Moi, je tâtonne beaucoup. Je suis très laborieuse dans ma façon d'écrire. Je voulais faire un texte autour de notre relation à la mort, et je voulais pas que ce soit triste. Et donc j'ai cherché pendant 1 an, j'ai écrit, j'ai tout jeté, et au bout d'1 an, c'est toujours très drôle la vie. Elle vous met face à des choses qui vous arrivent dans la vie et qui rentrent en écho avec ce que vous étiez en train d'essayer d'écrire. Il se trouve que j'ai quelqu'un de très proche qui a été hospitalisé et qui a failli mourir à cause d'une chimio qui s'est très très mal passée. Et j'écrivais pas du tout ça, et c'est rentré dans mon livre, et au bout d'un moment j'ai jeté tout le reste et j'ai gardé que ça, et cette histoire vraie a été le départ du livre, et après j'ai fait de la fiction avec la suite du livre. Et donc cette chambre d'hôpital dans laquelle j'allais voir ce gars qui finalement est revenu à la vie, cette chambre d'hôpital, peu à peu dans l'écriture, m'a paru être l'endroit idéal pour moi qui adore avoir plein de personnages qui ne font que passer et ressortir. Une chambre d'hôpital, c'est un lieu dans lequel il rentre en permanence du monde qui ressort aussitôt. On ne sait presque rien de la dame qui fait le ménage, de tel aide-soignant qui rentre, tel visiteur qui ne vient pas pour soi mais qui vient pour le 2e malade. C'est une chambre à 2 lits. Et je me suis dit que pour moi, c'était un super cadre d'écriture. Alors, il est venu tout seul, au fond, parce que vous aviez l'idée d'écrire sur ce thème. C'est ce qui m'a beaucoup intrigué avec vos livres, c'est qu'il y a toujours un thème, mais il est fondu dans toute autre chose, dans la vie. Oui, le thème de départ, c'est mon point de départ de travail, mais parfois les gens... d'ailleurs, c'est super vendeur quand je dis mon thème, c'est la mort. Votre éditeur est ravi. Oui, mais c'est pourtant mon thème de départ, mais finalement, je crois qu'à la fin, je fais un livre sur la vie. Mais ça, c'est l'écriture qui m'amène un peu là où elle veut, et moi je maîtrise pas ce qui sort. Je dis ça sort de mon stylo parce que je réfléchis pas à l'histoire à l'avance, je réfléchis pas aux phrases à l'avance, je lis ce qui sort, et très souvent c'est nul, donc ça part à la poubelle, et parfois ça me plaît, donc je garde et je construis à partir de là. Et ce texte qui devait être un texte sur la mort est devenu un texte sur l'entraide, sur l'amitié, sur la joie et la mort tout autour. Docteur Pilet, je ne vais pas faire semblant de te vousoyer puisque j'ai écrit la postface de ton livre et que je suis quand même là pour t'interroger, ce qui est à la limite de la déontologie. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi, donc tout va bien. Tu as lu les livres de tes 2 voisins. Oui. Est-ce que tu as vu quelle relation est-ce que tu as vu entre ton essai et leur roman? J'ai été très touché par les 2. Dans le livre de Violaine, j'ai vraiment admiré votre capacité d'être complètement dans chaque personnage, cette capacité d'imaginer les pensées secrètes de chaque personne qui passait dans cette chambre. Et puis, c'est tellement vrai que je me suis dit que vous aviez dû faire pas mal de temps à l'hôpital vous-même pour arriver à un tel degré de... Non. Mais c'est ça, une bonne romancière. En tout cas, alors effectivement, moi, je trouve que c'est vraiment très, très vrai sur... moi, il y a longtemps que j'ai quitté l'hôpital, mais cette relation aux soins, cette relation à la fois à son devoir professionnel et puis l'attention ou non qu'on accorde aux patients ou à ce qui se passe. Et puis en plus, j'ai eu la chance, si j'ose dire, juste avant de vous lire, de faire une nuit d'hôpital. Enfin, c'est un peu la seule dans ma vie, mais j'ai de la chance pour ça. Mais tu avais fait des nuits comme médecin. Oui, pardon, comme médecin, j'en ai fait pas mal, mais comme patient. Et puis, alors, ça m'a appris beaucoup de choses en une seule nuit. J'ai pas mal ri, en fait, mais alors, ce que vous racontez, c'est tellement ça. C'est pour ça que je me suis dit, elle a dû passer pas mal de jours à l'hôpital. C'est magnifique, et puis cette relation, oui. Et puis, votre livre, ce qui m'a touché, c'est un livre sur la vulnérabilité. Et puis, je suis très sensible à la vulnérabilité, c'est quand même le cœur de mon métier.
Et ça m'a vraiment beaucoup touché, cette manière. Et puis alors, effectivement, les chats aident bien à parler de ça sans faire trop mal, quoique des fois ils griffent quand même. Mais le scénario est vraiment très original. Mais vraiment, cette sensibilité comme ça, enfin, cette façon de parler de la vulnérabilité de façon très sobre, mais où on sent tellement fort ce qui se passe, non, c'est remarquable, j'ai beaucoup aimé. Violaine, vous avez lu ce livre aussi. Et alors, ce qui m'intrigue, c'est peut-être votre regard de romancière sur la construction, sur la structure, sur le dispositif. Oui, moi ça m'intéresse toujours. Moi, je lis. J'ai tendance à pas lire justement sur le sujet, mais à lire sur comment c'est écrit. Parce que je me dis que un roman, c'est pas raconter une histoire. Un roman, c'est trouver comment on va raconter l'histoire. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est pour ça que partir sur les chats, partir par les chats et être de ce point de vue des chats, c'est intéressant et ça amène autre chose à l'histoire. C'est toujours ça qui est intéressant. Et c'est comment on construit la même histoire racontée par des personnes différentes. Ça donne pas du tout la même chose et ça donne pas la même chose. Et pour faire ressentir quelque chose qui a été douloureux, qui est profond, qui est très intime, passé par un animal de compagnie qui a son caractère, qui pense pas forcément aux mêmes choses, qui a ses croquettes, qui a voilà. Et qui voit la vie autrement. Et qui voit la vie autrement, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez lu les œuvres. J'ai lu les deux. Alors, je vais vous demander la même chose. Quand vous avez lu le docteur Pilet, est-ce que vous avez retrouvé des choses qui vous concernent, puisque vous avez vécu des choses tellement dures dans le domaine médical? J'ai trouvé ça par votre femme et vous-même. En fait, en plus, il y a un double écho, moi, par rapport à cette histoire, à vos deux histoires. C'est que moi, j'ai été greffé de la moelle osseuse il y a 10 ans. C'est aussi pourquoi la maladie du chat, au début, fait un écho aussi particulier. Et je me suis dit, si je retombais malade, j'espère que ce serait vous, mon médecin. Parce que, comme vous le disiez en préambule tout à l'heure, et c'est ce qu'on ressent vraiment à la lecture du livre, c'est l'humain qui prime. Et moi, je crois que j'ai évidemment été sauvé par des protocoles, que ce soit il y a 10 ans ou avec mon histoire de chat et comment ma femme a fini par s'en remettre. Mais c'est la relation humaine, c'est l'écoute et c'est l'identité contre l'identitaire. Ne pas faire d'un malade un malade. Chaque malade est une personne. Et ça, c'est très réussi aussi dans votre livre. Et du coup, c'est ce qui m'a touché, c'est ce soin où la personne qui m'a greffé, le médecin qui m'a greffé, disait c'est à la carte. C'est-à-dire que même s'il y a des protocoles de soins, qu'il y a des systèmes qui doivent être mis en place, en fait, il doit toujours falloir faire cet effort de la personne une par une. Et pas pour l'enfantiliser, au contraire, pour qu'elle reste elle-même. Parce que c'est en restant soi-même qu'on génère le plus de désir de s'en sortir. Et du coup, on fabrique son propre médicament. Pas de manière mystique, juste on aide les médecins à se sauver. Et je crois que c'est très, très clair dans toutes les petites anecdotes qui sont racontées. On sent ce rapport et cette recherche du rapport qui dépasse la technique. Évidemment que si vous n'étiez pas un technicien, si vous ne saviez pas, si vous ne maîtrisiez pas votre art, j'ai envie de dire, ce qui semble être à la périphérie ne fonctionnerait pas. Mais l'inverse, pour moi, seulement la technique, justement, ce serait l'arrivée du robot, quoi, pour le coup. Oui, moi, je n'ai pas parlé du livre de François, mais c'est vraiment ça qui est important dans son livre, c'est l'humain. Le médecin, bien sûr, il a les connaissances, bien sûr, il a tout ce qu'il a appris, plus tout ce qu'il a appris pendant ses études, tout ce que son expérience de médecin lui a apporté, tout ce qu'il continue à apprendre. Mais c'est d'abord un humain qui est face à un malade qui est aussi un humain. Et ça ressort vraiment bien dans le livre. Et moi, quand j'ai lu Des regards et des mots, je me suis dit, mais c'est super, c'est le point de vue médical. En fait, on dit la même chose, mais c'est le point de vue du médecin. Moi, je fais le point de vue depuis une chambre, c'est le point de vue de la chambre presque. Mais on dit en fait la même chose. C'était presque la coulisse de votre livre. Tout à fait, tout à fait. Donc, bravo aux organisateurs qui ont eu l'idée de vous mettre ensemble. Non, mais on Parce que ça, c'est un art. Hein.
On s'était mis d'accord avant d'écrire. Ah, Moi aussi, je le connais, en fait. quand on saura tout. Il vient chaque fois au Paléo, tout ça, machin, je le connais. Comment rebondir après le paléo? Alors, j'aimerais revenir sur votre livre, Mathias, parce que il y a un côté dingue, un côté surréaliste, qui sort naturellement ou que vous dosez pour éviter le pathos? Non, vraiment, c'est un dosage. C'est vraiment un dosage. Sinon, on tombe dans son autodogme. Genre, je fais ce que j'aime bien, c'est l'imaginaire, les choses comme ça. Mais justement, parce que j'aime ça, il faut que je m'en méfie pour que ça soit à propos. Dans mon précédent livre, Le guerrier de porcelaine, le papa disait à mon père, donc mon grand-père disait à mon père, quand il découvre un petit peu la littérature, la poésie, le romantisme, il lui dit la vie c'est comme un verre de grenadine, parce qu'il aime beaucoup la grenadine. Il lui dit l'eau c'est le réel, t'en as besoin pour ta santé tous les jours. Mais si tu ne mets pas de grenadine dedans, ça manque de fantaisie. Mais si tu mets trop de fantaisie, en fait ça devient écœurant et c'est mauvais pour la santé. Et en fait, à chaque fois que j'écris un livre, je repense à cette phrase que je n'ai pas inventée, qui a vraiment été entendue par mon père quand il était petit. Et je la trouve très juste parce que il y a un confort dans les deux, de dire moi maintenant je vais faire un livre réaliste. Et cette façon de se prendre un tout petit peu trop au sérieux avec le réel n'est pas si sérieuse que ça. Mais ce serait pas très sérieux non plus. De parce que j'ai une appétence pour les choses de l'imagination, m'en contenter et de ne pas faire tout ce travail de maillage entre le réel et trouver cet équilibre. Alors, donc j'ai vraiment, c'est ma ligne de crête à chaque livre. Et là, évidemment, quand on fait parler des chats pour une histoire de fausse couche, c'est sûr qu'il faut pas se contenter d'être dans une petite posture, sinon ça devient soit grotesque, soit dans le pathos. Alors juste un petit parallèle avec Une sirène à Paris, qui est complètement délirant. Mais pas que. Non, Une sirène à Paris, c'était... donc un film. C'est un film et un livre aussi, oui. Un album. L'idée, c'était vraiment... Moi, je sortais d'une histoire d'amour difficile et je suis retombé en amour très vite, alors qu'avec mon l'ego un petit peu écorché, j'étais dans cette posture ridicule de se dire, moi, je retomberai plus jamais amoureux. Parce que j'avais mal. Du coup, des fois, quand on a mal, ça rend un peu idiot, le temps de digérer un petit peu. Et je suis retombé amoureux très vite, et en plus d'une chanteuse, alors que j'avais été brisé par une chanteuse juste avant. Donc je me suis amusé à raconter l'histoire d'un homme qui se croyait immunisé face aux sentiments amoureux, et qui va tomber amoureux d'une sirène qui tue tout le monde avec sa voix, parce que tous les gens tombent amoureux et leur cœur explose. Ce qui fait qu'à la fois, il y a une ironie, hein, je descends le romantisme, je le descends, je ne fais pas d'un lac un océan, je reste tranquillement sur le lac en me moquant un peu de moi-même, mais la métaphore de la sirène qui tue tout le monde, en fait, fonctionnait. J'aurais très bien pu raconter l'histoire de juste une personne qui a été brisée amoureusement et qui rencontre une autre personne avec des jambes normalement. Et ça aurait pu être bien aussi, c'est une autre façon. Mais je trouvais avec cette histoire de sirène qui tuait tout le monde, et lui, ça lui fait rien. Et puis finalement, au bout d'un moment, ça va finir par lui faire effet. Ça racontait mieux, ça illustrait mieux ce que c'est que finalement aller au-delà de sa blessure narcissique pour accepter de retomber amoureux et finalement accepter d'avoir mal encore, mais d'être en vie et à la vie au maximum. Et avec la dimension poétique. Oui, mais la poésie pour moi c'est pas quelque chose à mettre à part du réel. C'est pas un exercice, c'est pas quelque chose en plus. La poésie c'est le réel en fait. Vous venez là, vous venez rencontrer des auteurs, vous achetez des livres, vous avez de la curiosité. La curiosité, vous allez aimer plus un livre ou une phrase ou quelque chose comme ça, c'est la poésie ça. C'est la curiosité, c'est le goût de la vie et de vibrer. La poésie, c'est pas un truc qui est seulement dans les nuages au XVIIIe siècle. C'est quelque chose qu'on peut voir tous les jours. Vous habitez à côté d'un lac sublime, il y a des reflets le matin, c'est la poésie aussi. Oui. Violaine, vous avez écrit de la poésie. Oui, que j'ai du mal à appeler poésie. J'ai un peu, tout à fait d'accord avec ça. Ça m'impressionne beaucoup. C'est quand même écrit sur le livre. Ou dans votre biographie. C'est pas écrit dans le livre, je pense pas, parce que. En tout cas, dans la bibliographie. Moi, je l'appelle un récit poétique.
Je ne sais pas trop. Je suis très admiratif des gens qui écrivent de la poésie. Ça me fait peur. Il y en a dans la salle, mais... Mais il y en a qui écrivent. Il y a, par exemple, moi, une poétesse suisse, vivante, plus jeune que moi, dont je parle partout, et qui est invitée à Morges. C'est Marina Skalova. Je continue. Je ne peux pas aller l'écouter parce qu'elle passe à la même heure que nous, là. Oui, ça, c'est... Mais par exemple, Marina Skalova, pour moi, c'est en poésie contemporaine, c'est magnifique. Alors, Et ça, c'est de la poésie. Mais la poésie, elle fait partie de vos romans aussi, de toute votre œuvre. L'écriture. Oui. Pour moi, c'est l'écriture. Voilà. J'arrive pas à mettre à part. Pour moi, chaque mot de chaque texte, chaque virgule et chaque mot est important et est travaillé. Et ce que j'écris, c'est classé en roman parce qu'il faut mettre les choses dans des cases. Mais moi, je suis beaucoup adapté en théâtre et beaucoup en Suisse en particulier. Et mes livres sont très très souvent mis sur scène, parce que je travaille la langue en fait et que c'est de la langue à entendre. Sans que vous y pensiez en écrivant. Je veux dire, vous ne pensez pas à une forme théâtrale de votre... Si. Enfin, je pense pas à une forme vous théâtrale, écrivez mais je pense à la récit. voix haute parce que je travaille les textes à voix haute. C'est ça qui donne le côté théâtral, Je pense l'adaptation, qui facilite l'adaptation théâtrale. Oui, je plutôt. pense ça. Alors, Mathias a mis beaucoup de lui dans ses romans. Vous créez beaucoup de personnages, mais vous êtes chaque fois dedans. Oui. J'écris. Je dis que j'écris que ça sort de mon stylo sans que je maîtrise ce qui sort, mais ça sort bien de quelque part. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression, dans la vraie vie, d'être une éponge. J'ai l'impression d'absorber toutes les émotions des gens. Je suis quelqu'un qui a un gros problème. Par exemple, là, à Morges, il y a plein de gens qui viennent me voir, qui m'ont lu, que j'ai déjà rencontrés, parce que je viens beaucoup pour mes livres en Suisse. Et je ne me souviens jamais des gens physiquement. Je me souviens jamais des prénoms. J'ai vraiment un gros problème avec ça. Même si je vous ai vu la veille et qu'on a parlé 1 heure, je vous revois le lendemain, je ne vous reconnais pas. Par contre, je capte toutes vos émotions. Et je crois qu'après, ça me sert pour les livres. C'est terrible, un auteur. Hein. Il pique plein de choses. Vous êtes un vampire, mais pas en pyjama. Je suis un vampire, mais je suis un vampire d'émotions, je crois. Et moi, je travaille que sur l'émotion dans l'écriture. Et après, tout me resserre et tout ressort dans le livre. Mais il n'y a pas du tout la même démarche que Mathias par rapport à ce que vous avez vécu. Non, c'est pas par rapport. Bon, là, du côté des vivants, je pars. Le point de départ juste est pris chez un ami, donc dans ma vie personnelle. Mais après, non, après, ça part sur des choses totalement inventées et en même temps, émotionnellement, qui sont passées par moi à un moment donné. Alors, heureusement, j'ajoute, heureusement que j'ai pas vécu toutes les choses que je raconte dans mes romans. Hein. Non, vous seriez dans un drôle d'état. Parce que vu ce que j'écris, ouais. Heureusement pour moi. Oui. Vous avez encore envie d'écrire des poulpes parce que vous aimez quand même la noirceur. Oui, mais le poulpe, ça c'était pour ceux qui ont lu ces romans policiers qui sont nés il y a 25 ans. C'était un jeu d'écriture, oui. C'est un livre dont je parle jamais, ça me fait drôle d'ailleurs qu'on parle du poulpe, parce que c'est vraiment un livre à part dans ma bibliographie. Oui. C'est un jeu d'écriture. En fait, moi j'étais convaincue que je serais un auteur qui pourrait jamais écrire du roman policier, parce que je croyais que les auteurs de romans policiers devaient tout construire dès le départ. Il y avait un meurtre au début, mais eux, ils savaient dès le départ qui est l'assassin, parce qu'il faut mener l'enquête et y arriver au bout. Il y a différentes écoles. Et moi, j'étais très amie avec un auteur de polar que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean-Claude Izzo. Et Jean-Claude m'avait dit, donc c'est vieux, hein, c'était il y a presque 30 ans, Jean-Claude m'avait dit, tu devrais écrire un roman policier, écris un poulpe. Donc c'était le même héros pour tous les auteurs, avec des aventures différentes. Donc on avait tout un cahier des charges à respecter. Il m'avait dit, je te donne une contrainte en plus. Chaque fois que donc tu vas écrire le premier paragraphe où il doit y avoir un meurtre, tu ne sais pas qui a fait le meurtre. Écris chaque paragraphe en t'interdisant de revenir sur ce que tu as écrit. Enfin, tu peux revenir pour la forme un petit peu, pour le style, mais tu ne reviens pas sur ce que tu as écrit. Tu vas voir que tu vas laisser plein d'indices et tu vas trouver toute seule le meurtrier à la fin. C'est vrai ? Et donc j'ai écrit mon poulpe comme ça. Et ça fait un livre super bizarre où la fille qui mène l'enquête, elle n'arrête pas de
de reprendre à zéro à chaque fois en disant alors attends, où j'en suis, elle fait des conneries tout le temps, mais en fait c'était moi, quoi, j'avançais comme ça. Et à la fin, on comprend qui peut être le meurtrier, mais c'est même pas sûr, c'est un peu bizarre. Donc à partir de là, je n'ai plus écrit de romans policiers. Et donc c'est pas au programme. Non, c'est pas moi, je préfère lire ceux des autres. Mais vous aimez quand même, il y a souvent de la noirceur. Oui. C'est dur, c'est pas. C'est grave, hein, c'est grave. Ouais. Et justement, je voulais que ce dernier livre-là, qui a donc pour thème la mort, soit plus lumineux que les autres. C'était ça ma contrainte d'écriture de départ. C'est ok, je suis un auteur qui écrit sur des thèmes graves, j'écris sur l'emprise, j'écris sur le déni de grossesse, j'écris des livres assez violents, assez durs. Voyons si je peux faire sur ce sujet-là, qui est le sujet le plus noir, un livre plus lumineux. Elle a réussi, hein. Ah ouais. François, tu vas écrire un polar maintenant. Ah bon, ma vie a été un polar, mais enfin, disons, on est tout le temps dans des intrigues où il faut chercher qui est le coupable. Non, mais sérieusement, après avoir écrit ce livre, est-ce que tu as envie de continuer? Alors, je ne sais pas du tout. Mon éditeur qui pensait que c'était impossible de vendre ça, mais qui s'est rendu compte quand même que ça marchait bien, maintenant il me demande ce que je vais écrire. Alors j'ai dit... Quelle est la réponse? J'ai dit, je vais déjà faire vivre celui-là, puis après on verra. Tu restes vaudois. Voilà. Non, je m'interdis pas, je m'interdis pas de réécrire. Mais... Non, ma question c'est, est-ce que, ayant écrit ce qui est plus un essai, oui. qui n'est pas un roman en tout cas, et pas vraiment des mémoires, est-ce que tu as envie d'écrire de la fiction? Je ne sais pas si je suis capable d'écrire de la fiction. Je ne sais pas du tout. Mais envie. En tout cas, pas capable d'écrire de la poésie, mais j'aime bien, comme Mathias, d'écrire la poésie en regardant le lac. Je ne sais pas si vous avez dit qu'il y avait des sirènes dans le lac Léman. Hein? J'en connais plein. Mais voilà. Alors, je ne peux pas dire. Moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est effectivement l'humain. Et puis, je pense que dans la fiction, on peut beaucoup parler de l'humain. Mais je ne sais pas du tout si j'en suis capable. J'aimerais revenir sur le côté médical de vos livres, de vos deux romans. Parce que, alors, je sais comment est nourri celui de Mathias, puisque vous avez un vécu direct. Mais pour vous, c'était simplement comme visiteuse? C'est pour répondre à ce qui était évoqué tout à l'heure. Non, j'ai très très peu été à l'hôpital moi-même. J'ai eu la chance de très rarement passer par l'hôpital. Et donc à partir du moment où j'ai commencé à écrire et où j'ai compris que mon livre se déroulerait dans une chambre d'hôpital, je me suis dit mais il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit juste. Et donc je suis pas allée à l'hôpital enquêter. J'ai juste demandé à une personne qui avait passé beaucoup de temps à l'hôpital récemment de me donner tout ce qui lui venait comme sensation de l'hôpital. Par exemple, je lui ai dit, moi, je voudrais savoir les bruits que tu entends. Quelqu'un qui est coincé dans un lit, je me dis, c'est ses autres sens, il peut plus bouger. Il voit que sa chambre. Il peut pas aller ailleurs que dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il entend de la vie de l'hôpital? Qu'est-ce qu'il sent au niveau odorat? Qu'est-ce qui le gêne? C'est quoi le quotidien? C'est fait de quoi? Des petits détails. On a un lit qui peut se redresser. Ça se passe comment pour trouver la télécommande? Elle est où? Et puis une fois qu'on l'a trouvée, qu'on a redressé le lit, le problème c'est que la télécommande, elle est restée au même endroit, donc elle est beaucoup plus loin pour la rattraper. Or, on a mal au corps. C'est vraiment des tout petits détails, mais moi c'est de ça que j'avais besoin. Et donc je l'ai fait parler. Là aussi, j'ai absorbé les émotions et puis j'ai gardé seulement quelques petites choses et c'est ça qui, pour moi, fait juste dans le livre, ces choses-là. Mais c'est très important pour moi qu'un médecin puisse valider ça et me dire oui, on s'est contacté avant de venir là à Morges, après avoir écrit le livre. Et c'était important pour moi d'avoir son retour de médecin. J'ai eu d'autres retours de médecin. Avant d'envoyer le livre à l'éditeur, j'ai fait lire par des infirmières, par des gens qui travaillent à l'hôpital, juste en leur disant c'est pas pour l'histoire que je te fais lire, mais dis-moi s'il y a quelque chose qui te paraît faux par rapport à l'hôpital. Il y avait un truc tout bête, par exemple, il y a un moment où un aide-soignant
lève un malade pour la première fois, donc il est couché, il va le mettre en position assise sur le lit. Et moi, j'ai aucune idée de comment on met une personne en position assise. Enfin, j'ai jamais été aide-soignante, je sais pas faire tout ça. Ça doit paraître évident, mais pour moi, c'est pas évident du tout. Et je faisais un truc qui était complètement nul. En fait, je lui faisais attraper d'abord le buste et après les pieds, mais vous pouvez pas, vous cassez pas en deux la personne. Il faut la basculer en entier d'un coup. Sinon, c'est pas possible, quoi. Elle a le haut du corps qui tourne et les pieds qui restent. Donc on vous a corrigé allongés. sur ce détail. Donc des choses comme ça, technique, c'est des détails, c'est des tout petits détails, mais c'est important pour de ne pas être à côté de la plaque. Mathias, j'ai été très très intrigué par le côté œuvre complète, œuvre totale, parce qu'il y a les sons, il y a la musique, c'est très visuel. On est sur l'eau, c'est peut-être pas un hasard. Pourquoi est-ce qu'ils vivent sur une péniche ? Parce que c'est vrai, parce qu'en fait c'est un récit. Il y a 3 petites choses dans le livre qui sont un peu exagérées, notamment le fait que les chats parlent. Sinon tout est vrai. Donc c'est vraiment notre histoire avec ma femme. On vit vraiment sur un bateau, sur un petit bras de Seine vers Paris. Et du coup, c'est presque un journal, mais que justement j'avais besoin pour le décoller, comme je disais un petit peu tout à l'heure, de passer par d'autres biais, d'autres façons de raconter. Mais non, c'est vraiment un récit. En fait, c'est pas du tout un conte ou quelque chose comme ça. C'est un récit, je sais pas comment on appelle ça, autofiction, peu importe. Mais sauf que j'utilise les outils du conte. Bon, c'est difficile de dire autofiction quand ce sont des chats les héros. Oui, parce que j'aurais donné la parole, mais à la fin, c'est moi qui reprends la parole quand même. Et puis, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent quand même, bon, à un moment donné, on a envie de redevenir de simples chats, manger des croquettes et s'allonger dans les taches de soleil que font apparaître les hublots sur le parquet. Parce qu'évidemment, il y a un arc de personnage, mais il y a un vrai parcours de deuil aussi. Et dans la posologie dont on parlait, c'est comme s'il fallait qu'à un moment donné, j'arrête le traitement. Il y a des traitements, malheureusement, qu'on doit prendre à vie. Il y a des traitements qu'on doit prendre à un moment donné. Et c'est aussi important de les arrêter que de les avoir pris. Et je crois que d'avoir fait parler les chats pendant 4 actes sur le livre, et dans ma vie, pendant ces actes-là de ma vie, c'était important à un moment donné de stopper ce traitement. Même voilà, quand moi j'ai été en chambre stérile, à un moment donné, il a fallu que je retombe malade pour confronter mon système immunitaire à la vraie vie. Il ne fallait pas que je reste en bulle toute ma vie, même si le fait d'être resté en bulle m'avait sauvé au préalable. Alors, il y a une chose qui m'a frappé, c'est une des choses qui m'ont frappé, c'est le côté visuel. Donc, vous êtes autant cinéaste de l'écriture que... Parce que je fais des films aussi. Oui. Peut-être. Et c'est vrai que souvent, je rêve, et des fois ça se fait, des fois ça se fait pas, mais j'écris pas du tout comme un scénario, parce que c'est pas du tout la même écriture. Mais par contre, depuis que j'ai fait mon premier film, souvent les scènes m'apparaissent. C'est-à-dire, donc je vous rejoins complètement sur ce que vous disiez, on n'a pas besoin d'une légitimité de vécu pour écrire des livres. On n'a pas besoin d'être tombé malade pour écrire sur la maladie. On n'a pas besoin d'être médecin pour écrire sur la médecine. On a besoin par contre d'être curieux, d'être humble et de se renseigner, d'enquêter. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que moi, j'imagine des scènes. Après, des fois, ça ne vient pas des films, c'est pas grave. Mais ça m'aide beaucoup. Alors en plus, là, tu facilitais la tâche sur le dernier parce que c'était chez moi. Mais d'imaginer comment le chat pourrait parler, etc. En fait, c'est toujours un mélange entre ce qu'on imagine et ce qu'on va chercher, ce qu'on vole, comme vous disiez très justement. Parce que nous, on vole, effectivement, on est des éponges. Et en plus, on muscle, à force de faire ça, la souplesse de notre éponge. Elle est tout le temps imbibée, cette éponge, parce qu'en fait, on aime ça. Donc, on est comme un sportif qui a besoin de son endorphine. Et donc, on a besoin de se nourrir pour un projet en particulier. Mais des fois, dans un projet, dans notre champ d'ouverture, on va garder des choses qui vont ressortir 3 livres plus tard. Et des fois, des choses qu'on croyait super importantes, au contraire, on va les enlever du livre. Donc, ouais, c'est ce qui fait qu'on est toujours un peu enceint de quelque chose. C'est pas toujours facile pour l'entourage, parce que ça rend un petit peu monomaniaque parfois. Donc, il faut arriver, encore une fois, à fermer le temps de l'écriture, même s'il y a toujours quelque chose qui capte.
Et pour s'y remettre, se remettre dans sa petite coquille, c'est pour ça que j'adore les cabanes et les bateaux, et à un moment donné, lâcher, revenir aux autres, revenir au monde, ce qui va, même si on ne le sait pas, et même si on ne pense pas travailler, va fabriquer notre terreau d'inspiration tout autant pour la suite, les autres. Alors encore une question sur le son, parce qu'on a vu que les bruits sont importants. Comment est-ce que vos chats chanteraient? Quelle musique est-ce qu'ils vous inspirent? Parce que chaque fois, il y a une musique pour vous. Oui, j'ai fait l'album en plus. Justement. Et le spectacle. Et en fait, du coup, j'ai imaginé que Tornado, le chat masculin, qui du coup avait les mêmes analyses de numération que moi quand il a eu sa péritonite, donc des globules blancs, rouges et plaquettes très très bas. Et du coup, c'est ma voix. Donc Tornado, c'est un chat qui chante comme moi. Il chante comme ça, voilà. C'est un crooner. Il chantait comment? Il chante, je sais pas comment il pourrait chanter. Il dit au début, il pense qu'il va mourir, donc il chante The End des Doors. This is the end, beautiful friend, the end. This is the end, my only friend, the end. Donc ça c'est Tornado, c'est un chat noir, il a les yeux oranges, il fait le malin un peu. C'est un crooner. Et puis June, du coup c'est ma femme qui a fait la voix. Elle a plus une espèce de voix de chanteuse de jazz qui n'a jamais chanté de jazz. C'est-à-dire que elle a le velouté, elle a l'étoffe comme ça, elle a une espèce de grave, un peu chaleureux. On a envie, c'est comme un peu une voix de velours. Donc ça allait bien avec les pattes du chat. Et en même temps, elle a cette non-habitude qui crée justement cette petite fragilité dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez employé un autre mot que fragilité, vous avez dit Vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est encore bien plus juste. On sent la vulnérabilité et en même temps, c'est la maman de l'histoire. Donc elle fait la maline au sens qu'elle essaye de tout gérer alors que pas du tout. Et on est tous un peu comme ça à un moment donné. Merci. J'espérais ce moment, sans qu'on en ait parlé. Est-ce que vous êtes d'accord de nous lire, on a quelques minutes encore, de nous lire un bref passage? Je vais vous lire le tout début. C'est vous qui choisissez. Je vous tiens le micro. Ça va. Il a décidé, il est sûr de lui, pour une fois sûr, absolument sûr, convaincu. Il dira non. À tout ce qu'on lui proposera, il répondra non. Il se donne 6 mois. 6 mois maximum. Sans doute moins. 6 mois de fête furieuse. Il a tout élaboré point par point. Il tourne les pages de son carnet, relit. Il est fier de son audace. Il s'étonne lui-même. Il va dire non. Bien que 6 mois, il en est conscient, risque d'être un délai trop optimiste. Mais il lui faut une date limite, une ligne d'horizon. 6 mois, c'est bien, ça sonne rond. Et si ça doit se réduire à 3, ce sera 3. Ce qui vient, il le veut joyeux. Il va mourir, inutile de s'appesantir là-dessus, mais il refuse que ce soit triste. Dans son carnet, tout est précisé. Les détails administratifs à régler, la liste des gens à visiter, quelle personne il rémunérera pour lui servir d'infirmier, de chauffeur ou de nounou. Il aura 6 mois pour faire le tour de tous ceux qu'il a aimés. Un par un, il leur dira adieu. Eux, comme lui, pleureront sans doute, mais surtout, ils vont rire et se raconter ce que 1000 fois ils se sont déjà racontés, et aussi ce que jamais ils n'ont osé s'avouer. Ce sera gai. La joie, il y tient. François, je suis conscient que c'est difficile d'enchaîner, mais je te demande quand même de lire un petit passage. En tout cas, en vous écoutant à gauche et à droite, j'apprends pas mal pour mon prochain livre.
Donc c'est un passage justement sur le regard. Juillet 2018. À l'ombre, dans cette période caniculaire, j'attends devant l'entrée d'un centre commercial. Une femme s'approche, la cinquantaine, toute pimpante. Je reconnais Aline, une patiente que j'ai accompagnée pendant de nombreuses années, mais que je n'ai pas revue depuis 4 ou 5 ans. « Bonjour docteur, c'est vraiment un heureux hasard que je vous rencontre. Il y a déjà un bout de temps que je voulais vous donner de mes nouvelles. » Aline a vraiment galéré dans sa vie. Enfance cabossée, maltraitance multiple et grave, adolescence chaotique, plusieurs mariages, alcool, autres drogues, descente aux enfers, services sociaux, mesures de protection, thérapies diverses, rechutes multiples, hospitalisation, tentatives nombreuses de petits boulots, découragement de l'entourage, rejet. J'en ai passé des heures à l'écouter, à la recevoir en urgence, à me demander ce qu'elle devenait lorsqu'elle manquait un rendez-vous, à organiser des entretiens de réseau, à faire des visites à domicile pour soigner ses enfants, et plus tard à me rendre chez elle sur appel de ses enfants. Aline continue. « Je vais très bien depuis 4 ans. Vous vous rendez compte, j'ai même pu suivre une formation professionnelle dans le domaine social et obtenir un diplôme. J'ai un travail bien reconnu maintenant. Mes enfants sont tellement fiers. Et moi aussi, finalement. Je voulais vous écrire tout ça et surtout vous dire que si j'ai fini par m'en sortir, je vous le dois beaucoup. Vous avez toujours cru en moi, même dans les pires moments. » Silence, émotion. Son sourire est radieux comme le soleil. Il est beau le temps de la moisson. Défilent alors des images de consultations, de visites, de moments de désespoir. Quand et comment ai-je donné le message que je croyais en elle? Un mot par-ci par-là, mais surtout un regard. Elle a senti ce regard que je posais sur elle, admiratif de l'énergie avec laquelle elle se battait dans la vie, malgré tous les vents contraires et malgré ses difficultés personnelles. Aline n'est pas la seule. Ils sont tellement nombreux, ces rescapés de la maltraitance qui fréquentent nos cabinets, les services d'urgence et les institutions sociales. De temps en temps, l'un d'eux, comme Aline, me remercie alors que j'ai justement l'impression d'avoir été impuissant à modifier la triste mécanique des répétitions, que mes traitements et mes interventions ont été des échecs. Ce sont des personnes comme Aline qui m'ont fait prendre conscience qu'un regard a souvent plus d'effet que bien des ordonnances. Un regard de tendresse, un regard qui rejoint cette force de vie, parfois ensevelie sous les décombres de tremblements de terre à répétition, sous les gravats de la déchéance sociale, noyé par moments dans l'alcool, juste pour moins souffrir pendant quelques heures. Il existe maintenant des curseurs pour évaluer la douleur, mais la souffrance, elle, ne se laisse pas mesurer, juste accueillir. Et si nous arrivons à entrevoir la vie à travers la souffrance, une vraie rencontre a lieu et nous nous sentons mieux l'un et l'autre. Au fond, dans mon métier d'artisan, j'ai cherché du regard, tel un sculpteur, la beauté enfouie dans la pierre et la force de vie qui l'éclaire. Je peux juste dire un petit mot. Moi, évidemment, ce passage m'a beaucoup touché parce que ça se joue à rien des fois. Et le médecin qui a contribué à me sauver la vie, ça a été aussi comme ça à un moment donné, quand il m'a dit bon, ben, on peut faire une greffe de sang de cordon.
La manière dont il m'a regardé, il m'a dit, à des moments, ça va être le Cap Horn. Hein. On va traverser des choses, on va pas savoir ce qui se passe. Mais je suis pas fou, j'ai envie de vous ramener à la vie normale. Et il avait une dynamique, un truc. Je suis ressorti, alors que c'était quand même pas une super nouvelle, c'était qu'il fallait absolument me greffer, donc c'était quelque chose de lourd. Je suis reparti avec une énergie, pas une certitude, parce que ça aurait été prétention de me rassurer à ce point, mais avec une énergie, une envie d'en découdre. Et il m'a dit, vous allez arriver là-bas, l'équipe technique, là, les infirmières et tout, ça va être extraordinaire. Puis il me fait, je crois que vous chantez un peu dans la vie, non? Je fais, là-haut, il faut faire votre meilleur concert. Parce que là-bas, vous allez avoir une équipe technique, un public, vous allez avoir tout, ils vont être tous à fond. Mais par contre, c'est vous qui allez chanter. Et quand je l'ai remercié après un concert, il était venu jouer de la batterie avec nous, j'ai dit, voilà, je présente professeur Péfo de la Tour, qui m'a sauvé la vie. Et puis donc il a remercié et il m'a dit quelque chose de très humble et qui ressemble de très près, je trouve, dans la sensation. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Et il m'a dit non, je ne vous ai pas sauvé la vie. Sinon, je sauverai la vie de tous mes patients. Donc, j'ai contribué. Il y a une équipe, il y a la chance et il y a vous. Et je trouve que vous vous entendriez très bien avec lui. Voilà. Encore le temps que je lise quand même ou pas? Quelques lignes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, un échantillon de cette œuvre particulière. Je peux vous lire le passage où mes personnages me disent de me recoller au réel, justement. Nous savons qui tu es, semble dire la chatonne, avec cette voix que je n'avais jamais pensé imaginer. Je l'ai entendue penser maintes fois, mais c'est la première fois qu'elle s'adresse à moi directement. Eh bien, croyez-le ou non, elle sonne comme Jeanne Moreau. Le matin, après une insomnie et 10 paquets de clopes. Tu es schizophréniste. Je me pince les lèvres pour ne pas la reprendre. C'est toujours un peu moche de reprendre les gens. Cela vaut aussi pour les chats qui parlent. Je ne suis pas un chat qui parle. Je subis seulement ton imagination incontrôlable. Et je ne sais pas par quel sortilège nous entendons tes voix dans nos têtes. Dans ce cas, mes petits chats, c'est vous les schizophrènes. June rabat ses oreilles de mécontentement. Tornado observe la scène en se léchant le dessus de sa patte gauche. C'est comme si j'avais toujours su que c'était toi. Tornado n'y croit toujours pas, il a encore besoin de se convaincre qu'il a tout décidé. Mais ton tic t'a trahi. Mais quel tic? J'ai pas de tic. La batterie avec les doigts, surtout et n'importe quoi quand le silence vient. Appelle ça comme tu veux. Le fait est que je t'ai reconnu. Parce qu'à chaque fois que tu parlais dans ma tête, je percevais un son familier, sans pouvoir l'identifier. Mais lors de la dernière projection fantôme, pendant le dialogue avec le petit Gaston et son histoire d'alligator, j'ai reconnu le son, puis la voix. Les chats me regardent exactement comme s'ils n'étaient que des chats. Et c'était assez agréable, finalement. Je me concentre sur cette idée pour éviter de tambouriner sur quoi que ce soit. Je l'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs. Je ne suis pas complètement guéri. Il faut arrêter de nous embarquer dans toutes vos aventures maintenant. Ça devient dangereux pour tout le monde. C'est la nourriture de l'enfant intérieur. Peu de gens prennent ça au sérieux, alors qu'il s'agit d'un grand sujet d'écologie émotionnelle. C'est très sérieux de ne pas se prendre au sérieux. Beaucoup plus que cela en a l'air. Je suis un peu content de cette tirade, car elle me semble rétablir une forme de complicité avec June. La tour Eiffel s'illumine au loin et j'y suis pour rien. Et là, c'est June qui parle. Nous exigeons le retrait immédiat de ta voix dans nos têtes. Nous devons redevenir de simples chats, souffle la chatonne. Et bon, alors c'est les fantômes et tout, je peux pas tout vous raconter, sinon vous allez pas trop comprendre. Mais je pourrais terminer en disant quelque chose me dit qu'ils ont peut-être raison. Mais je n'ai pas très envie d'entendre ce quelque chose. Pas prêt à laisser mes chats redevenir ce qu'ils sont. Quant aux fantômes, les fantômes, c'est le fantôme de l'enfant qui n'est pas venu. Quant aux fantômes, j'ai ressenti tant de difficultés à m'habituer à leur présence. Me séparer d'eux me paraîtrait injuste. Je me suis attaché à eux. Je peux me blottir dans leurs draps et dormir presque heureux. Ils me permettent de tenir l'équilibre.
Ne m'enlevez pas mes béquilles consolatoires en forme de chat qui pense. J'ai encore besoin de me cogner à ce kaléidoscope imaginaire pour renseigner ma réalité. Merci beaucoup. Ces lectures et cette conversation vous ont inspiré des questions, des interventions. Je crois qu'il y a un micro qui peut se balader, je ne suis pas sûr. Sans ça, vous vous levez, vous parlez fort. Qui veut la parole ? Le livre, il se passe dans une chambre d'hôpital qui est la chambre 308. Et il se trouve que donc, presque tout se passe dans la chambre, mais la porte de la chambre est souvent ouverte. Et il y a une étrange malade, une jeune femme étrange qui a une obsession sur les chiffres et qui passe son temps, au lieu d'être dans sa chambre de malade, dans le couloir. Et elle adore les chiffres et elle aime beaucoup les 8, parce que les 8, ça tourne sans fin. Et elle aime beaucoup les 3, et on doit être au 3e étage, parce qu'il y a des 3 dans tous les débuts des numéros de porte, parce qu'elle dit que les 3, c'est comme des 8 auxquels il manque des bouts, et que les 3 lui ressemblent parce qu'à elle aussi, il manque des bouts. D'autres questions ou interventions ? Il est urgent de l'écrire parce que... Parce qu'au moment où on va recevoir l'augmentation de nos primes d'assurance, tous les décideurs, tous les assureurs, tous les technocrates sont en train de s'agiter. Et si vous avez vu l'émission 36.9 de cette semaine, certains sont en train de nous formater comme des clones qui doivent suivre des guidelines et qui n'ont pas le droit de s'écarter du droit chemin. Et de cet état de fait à l'état de robot, il n'y a qu'un pas à faire. Et on parle aussi beaucoup de l'intrusion de l'IA dans la médecine. Bien sûr qu'elle pourra être utile pour poser des diagnostics plus rapidement, ou choisir le bon traitement, bien sûr, ça peut être utile, mais elle risque de s'insinuer d'une manière plus pernicieuse. Et j'espère, ma question, c'est est-ce que tu as diffusé ton livre parmi nos politiciens, parmi nos conseillers d'État chargés de la santé publique, ou même nos conseillers fédéraux qui sont en charge à l'échelon national. J'essaie déjà de le diffuser auprès de ceux qui savent lire. Puis, je rencontre je suis pas mal sollicité depuis la sortie de ce livre pour rencontrer des étudiants, des jeunes collègues qui sont un peu découragés. Et puis j'essaie de leur passer le message que malgré toutes les contraintes et toutes les stupidités du système, on reste fondamentalement libre de la qualité qu'on met dans la relation avec les autres humains, et notamment avec les patients, et que l'attention à l'autre, ça coûte rien, ça prend très peu de temps en fait. Regarder quelqu'un, ça prend très peu de temps. Lui accorder de l'attention, c'est plutôt une attitude. Donc c'est un faux alibi de dire qu'on n'a pas le temps. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, et puis, je crois vraiment, effectivement, mais effectivement, il y a un gros malaise, mais c'est pas du tout local. Hein, dans les hôpitaux du monde entier, on vit ce problème que la médecine doit être rentable. Les hôpitaux sont organisés autour de la médecine et autour de l'argent. Mais ils ne sont plus organisés autour des soins. Puis comme les soins ne sont pas rentables, on n'a jamais vu que ce soit rentable de nettoyer les fesses de quelqu'un. Donc, on abandonne les soins, en fait, parce que ce n'est pas rentable. Je viens d'écrire ma prochaine carte blanche dans la revue qui va apparaître prochainement sur... Revue médicale suisse. Dans la revue médicale suisse, pardon. À propos de ce qui se passe dans la vallée où je suis né, au Pays d'en Haut, où les politiques veulent, disons, abandonner l'hôpital, parce que ce n'est pas rentable.
Et puis, cet hôpital, il a été créé en 1926. Il y a tout juste 100 ans dans une année. Mais avant, il y avait une infirmerie là depuis 1870. Et puis, j'ai osé la question iconoclaste en disant, est-ce que l'erreur avait été commise en 1926 quand on a fermé l'infirmerie pour ouvrir un hôpital? S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai encore, donc pas de souci. Ça me fait penser, cette dernière remarque me fait penser à votre roman. Il y a le petit hôpital et le grand hôpital. Oui. Le malade sort du grand hôpital, il ne veut plus y retourner, mais dans le petit, le monde change. Oui, je sais pas. Moi, je connais pas trop l'état de l'hôpital en Suisse, mais en France, on a des très grands centres qui voient le jour, qui sont très spécialisés, donc qui sont à la pointe de la technologie, qui sont avec des grands spécialistes, qui sont très beaux. C'est vraiment des lieux immenses et très beaux. Mais ça devient presque des usines. Et à côté de ça, il y a les petits hôpitaux. Moi, je suis vraiment une rurale. Hein. Je vis dans la montagne. On a un tout petit hôpital dans la ville, pas très loin de chez nous. Et ce petit hôpital, il est en train, peu à peu, tous les services ferment. On a vraiment du mal à avoir des médecins qui acceptent de s'installer là, de venir travailler là. Ça tient avec que des médecins étrangers qui passent par là. C'est vraiment très, très difficile. La maternité va bientôt fermer. La maternité la plus proche, elle sera à plus d'1h30 de route. Tout devient très loin. Ils parlent de fermer les urgences. C'est pareil, ce sera 1h30 de route pour aller aux urgences. C'est vraiment compliqué, alors qu'on avait quelque chose qui était pas loin de nous, dans la montagne. Donc oui, j'avais envie aussi, ça a été le prétexte aussi de parler de ça, de tout l'argent qui va plutôt vers les grands centres. Et c'est très bien qu'ils existent, il faut qu'ils soient là, mais il ne faut pas oublier pourtant le petit hôpital de proximité. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais m'adresser aux trois auteurs. Alors, François, on sait que tu songes à ton prochain livre, mais que tu es en train d'emmagasiner pour l'instant. Est-ce qu'on peut vous demander sur quoi vous travaillez ou ça ne se fait pas? Si, pas de problème. Vraiment pas de problème. Le prochain, c'est... Donc, un livre, un disque, Oui. Un spectacle, un Oui, film. alors le spectacle, je ne l'ai pas encore trop en tête, mais les chansons, j'ai commencé parce qu'il s'agit de l'histoire de ma mère quand elle était petite, à Oran, qui allait avec sa tante chanter dans les radios crochets, dans les fêtes foraines, et qui gagnait les radios crochets, etc., mais de manière clandestine, parce que ses parents n'étaient pas trop d'accord. Jusqu'au jour où une voisine enthousiaste est venue dire à ma grand-mère: « Oh là là, mais Sylvia, extraordinaire, mais c'est la coqueluche de la plage Saint-Eugène à Oran, c'est merveilleux. » Et quand elle est rentrée, elle s'est pris une raclée, une humiliation terrible, qui fait qu'en fait, elle n'a plus jamais été créative de sa vie. Elle a plus chanté, elle avait non seulement interdit de retourner au radio crochet, mais également l'interdiction de chanter. Et elle a gardé sa fantaisie qu'elle m'a transmise. Et quand elle est tombée malade, je l'ai perdue il y a 22 ans d'un cancer, quand elle est tombée malade, elle s'est mise à écrire des poèmes. Et c'est le moment où moi je sortais mon premier recueil de nouvelles. Et donc on échangeait beaucoup. En plus c'était un moment très joyeux, parce que c'était un moment où on la croyait sortie d'affaires et malheureusement elle a rechuté. Et puis au moment de la rechute, elle me dit: j'ai commencé à écrire un livre sur mon enfance à Oran, quand je chantais dans les radios crochets, tout ça. Et je fais: tu me fais lire? Elle me fait: ah non, c'est pas encore bien, je te lirai quand ce sera fini. Et elle est décédée 15 jours après. Et là, c'est mon papa maintenant qui commence à avoir des petits soucis. Et en rangeant des affaires, alors que la chambre de ma mère n'avait pas été touchée, c'était resté comme une espèce de musée en l'état, j'ai retrouvé ce carnet avec le début du texte. Et j'ai commencé à en écrire la suite à sa place, à la fois de mon point de vue et en inventant son point de vue, sauf que je n'écris pas la vie qu'elle m'a racontée, j'écris la vie qu'elle aurait eue si elle avait pu être chanteuse. Et l'album de Dionysos, le prochain, sera une espèce de tribute, d'un album de reprise des chansons imaginaires de ma mère. Merci.
C'est généreux de partager ça. Violaine? Moi, il y a un livre que je ne suis pas en train d'écrire parce qu'il est déjà fini, qui sortira chez mon deuxième éditeur. Mes romans, ils sortent chez Buchet-Chastel et ce que j'écris sous forme de récit poétique, on va dire, sort chez La Contralée. Et donc ça part d'histoires vraies, c'est écrit sous la forme comme des petits poèmes. Et ça raconte l'expérience très particulière que j'ai eue dans toute la période de ma vie où j'étais un tout petit éleveur en montagne et où je recevais des enfants qui étaient placés en hôpital psychiatrique. Et ces enfants venaient à la journée dans ma ferme et je les mettais au contact de mes bêtes. Et entre certains de ces enfants et certains de mes animaux se passaient parfois des choses hallucinantes. Et donc je raconte ça. Et on se réjouit de vous retrouver au Livre sur les quais avec vos nouveaux livres. Merci pour ce partage. Et on vous retrouve sous la tente pour la dédicace. Merci. C'était La puissance de la vie, envers et contre tout, avec Violaine Béraud, François Pilet et Mathias Malzieu, enregistré le samedi 6 septembre 2025 au Grenier Bernois par la Bibliothèque sonore romande pour le Livre sur les quais.